c'est sûr, on a un projet qui parle de la qualité et de la quantité d'eau. Donc, comme Caroline a dit, on trouvait tous ça important de s'entendre sur certaines choses. Donc, la qualité de l'eau au Québec, l'état des lieux en contexte agricole. Il faut se rappeler que l'eau est principalement évacuée hors saison culturelle, puis que les volumes d'eau qui ruissellent sont plus grands que les volumes d'eau qui s'infiltrent dans le sol. Le volume d'eau qui est évacué, si on additionne le ruissellement et le drainage, on ne parle pas d'évaporation, c'est assez constant, peu importe le système culturel. Puis, à la fonte des neiges, on a la moitié du ruissellement annuel, parfois la presque totalité, dépendamment des hivers, bien sûr. Puis, on a le 3/4 des pertes de sédiments qui se passent aussi hors de la saison culturelle. Donc, en gardant ça en tête, si on va un petit peu plus du côté précisément des drains souterrains, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sort des drains souterrains? Il y a la majorité des pertes de nitrate qu'on observe dans les différentes recherches. En moyenne, là, c'est des moyennes vraiment, 83 de la charge annuelle de nitrate, parfois jusqu'à 98 %. Puis, grosso modo, il y a plus de la moitié de la perte des nitrates qui ont lieu en période hivernale, parfois jusqu'à 95 %. Puis, on parle bien de nitrate, pas d'azote total. Plus de 30 des pertes en phosphore aussi. Dans les prairies, c'est plutôt 30 à 40, culture annuelle, la moitié à 99 % de la charge annuelle en phosphore. Puis même dans les champs drainés et plats, on a environ la moitié des pertes de sol. Donc, juste pour se dire, il faut s'entendre sur une chose. En partant, quand on décide de faire de l'agriculture comme société, parce qu'on veut se nourrir, on cultive sur des sols, bien entendu, qui sont enrichis. Puis, on a un certain contrôle sur ce qui peut sortir des drains, ce qui peut sortir des parcelles agricoles. Et bien entendu, si on est des sols enrichis qui ont un certain niveau de saturation en phosphore, il y a une minéralisation qui se fait et qui va sortir. On pourra en rediscuter dans les questions, mais oui, il y a des pratiques qu'on peut mettre en place pour limiter au possible. Puis il y a quand même toujours une certaine partie qui va être évacuée par la minéralisation qui se fait par les drains. On en reparlera. Donc, l'état des lieux, cours d'eau dans les cours d'eau en milieu agricole, il y a 22 exactement cours d'eau qui sont suivis au niveau de la qualité, qui sont vraiment dans des bassins versants à superficie majoritairement agricole. Puis, les paramètres qui dépassent le plus souvent les critères de qualité de l'eau sont le phosphore total, la turbidité et l'azote total. Au niveau du phosphore, la carte que je vous présente, c'est une carte que tout le monde a accès, c'est public, ça s'appelle l'Atlas de l'eau. C'est hébergé par le ministère de l'Environnement. Puis, vous pouvez vraiment sortir une panoplie de données. Ce que j'ai sorti ici, c'est les points bleus, c'est le phosphore total, la fréquence de dépassement du phosphore total par rapport au critère de 0,03 mg par litre, qui est le qualité dans le fond, le critère de qualité pour limiter la croissance excessive d'algues et des plantes aquatiques. Okay? Puis ce que j'ai mis en arrière-plan, c'est le taux d'enrichissement, la saturation des sols en phosphore. Ici, on voit surtout du jaune, du orange pour des taux de saturation de 5 % à 10 %. Mais ça, tout le monde peut aller le consulter puis se promener dans la carte puis voir un petit peu, moi, dans mon bassin versant, proche de chez moi, à la rivière, à quoi ça ressemble l'état de la qualité de l'eau. Je parle du phosphore. On parle aussi d'indicateurs de santé des cours d'eau. Parce que aussi, un des buts du projet, c'est d'aider les producteurs, principalement de grandes cultures, à améliorer la santé des cours d'eau. Puis comment on mesure ça au Québec? On a choisi différents indices qui sont basés sur la biodiversité de différents organismes vivants, entre autres. Je passe rapidement, là, mais on parle des diatomées qui sont des algues. Puis on parle aussi de l'indice Bentos qui surveille en fait la biodiversité, l'état des macro-invertébrés dans les cours d'eau. Puis bon, on s'en doute, là où c'est rouge, ça va moins bien. Puis là où c'est vert, ça va un petit peu mieux. Mais je passe très rapidement parce que vous voyez, c'est très dense comme données. Puis je vous invite, si vous êtes curieux par rapport à la qualité de l'eau près de chez vous, d'aller consulter l'Atlas de l'eau. Il y a un rapport qui sort à tous les 5 ans sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec. Le dernier est sorti en 2020. C'est le ministère de l'Environnement qui est responsable de le sortir. Les faits saillants, généralement, c'est que la proportion, plus on augmente la proportion de milieu naturel dans un bassin versant, je pense qu'on est tous, personne n'est surpris de ça, la santé des cours d'eau s'améliore. Quand on augmente la proportion d'agriculture, la proportion de superficie dans un bassin versant qui est cultivé, le taux d'azote total dans l'eau a tendance à augmenter.
Puis quand on augmente la proportion de grandes interlignes, c'est par exemple les cultures avec un grand écartement comme le maïs, le soya, le taux de phosphore dans l'eau augmente et la santé des cours d'eau a tendance à diminuer. Donc, il ne faut pas se compter je veux dire, faut être honnête, c'est ça qu'on observe. Puis la fonte des neiges, c'est une période critique, il faut toujours garder en tête. On va y revenir, couvrir les sols. C'est vraiment quelque chose qui peut aider la santé des cours d'eau en milieu agricole, puis on y reviendra. On devrait aussi parler de climat, parce que c'est sûr que le climat va avoir un impact du côté de la résilience des entreprises agricoles, aux sécheresses, aux excès d'eau, au côté aussi de la qualité de l'eau. Puis j'aurais pu vous sortir une panoplie de données, mais je vous présente juste un résumé de ce que la littérature, les scientifiques s'entendent généralement pour dire au Québec. C'est qu'il va y avoir, à l'horizon 2040, plus d'orages, je pense qu'on le voit déjà, plus de précipitations courtes et de forte intensité qui dépassent la capacité d'infiltration des sols. Quand ça dépasse la capacité d'infiltration, l'eau ruisselle davantage en surface, bien sûr, puis ça a tendance à faire plus d'érosion. La saison de croissance, on observe qu'elle s'allonge et qu'elle est plus chaude aussi. On constate tous qu'il y a plus de canicules, ce qui peut avoir des effets bénéfiques, avantageux pour certains. Mais du côté de l'eau, c'est sûr que ça va causer d'autres défis. Puis ces défis-là, c'est au niveau surtout de l'étiage des cours d'eau qui vont être plus longs, plus sévères. Quand on parle d'étiage, c'est le moment où l'eau est au plus bas dans une rivière. Puis cette baisse-là d'eau disponible va se faire aux périodes où l'on a besoin, puis ça complique le prélèvement de l'eau. Donc, il faut garder ça en tête quand on parle de qualité, de conserver la qualité, la quantité d'eau. Il y a 3 axes de diagnostic et d'intervention sur lesquels on va revenir pour conserver l'eau. La première chose à faire, c'est de réduire les pertes à la source. Puis j'en discutais avec Aubert Michaud, qui a travaillé à l'IRDA, qui est récemment retraité, qui était l'expert en conservation de l'eau en milieu agricole. Puis c'est la première chose. La deuxième, c'est d'augmenter la capacité de rétention et de fertilité des sols, si on veut, par différentes pratiques qu'on parlera surtout demain. Puis de limiter l'érosion. Puis je reviens à une carte qui montre en fait la saturation des sols en phosphore. Puis voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'en agriculture, c'est sûr qu'on cultive sur des sols enrichis. Il faut limiter les pertes de ces sols enrichis-là au possible, surtout en limitant la vitesse de l'eau, en limitant l'érosion, en mettant des couverts. On va en reparler beaucoup des interventions demain. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Puis il y a différentes pratiques qui peuvent réduire les pertes à la source. D'abord, en tant que producteur, de surveiller, d'être plus précautionneux sur ces superficies qui ont un taux de saturation en phosphore qui est plus élevé. L'état des ouvrages de stockage, c'est des choses qui sont réglementées, on ne reviendra pas là-dessus, mais qu'elles soient étanches, que leur capacité soit au possible optimal, d'être un peu moins pressé le printemps pour épandre. Déjà, ça peut aider à épandre la bonne dose au bon moment. C'est quelque chose qu'on répète, mais c'est la base. Puis d'incorporer les déjections aussi dans un délai qui est court, une période d'épandage qui est favorable au possible, puis les types de déjection aussi, selon le type de déjection. Donc, améliorer l'efficacité des épandages. Je passe très rapidement parce que demain, ça va être la journée, on vous présente différentes interventions, puis on y reviendra. Merci.